Dans notre série triple champion du monde, F1i classique, aujourd'hui Niki Lauda, autre extraordinaire triple champion du monde, une vie qui est un roman, hein. C'est vrai que l'audace, c'est assez extraordinaire comme carrière et comme vie, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment passé voilà, par le chat de l'aiguille, hein. On connaît l'histoire évidemment de ce terrible accident au Nürburgring en 1976. On va en reparler d'ailleurs cet été au moment de la promotion du lancement du film Rush de Ron Howard qui va sortir sur les grands écrans en septembre et qui retrace la saison 76 et le formidable duel qui a opposé James Hunt à Niki Lauda cette année-là avec le fameux accident de Nürburgring où voilà, il est resté dans le coma pendant 2 ou 3 semaines et il est vraiment, le prêtre était venu Extrême lui faire onction, bah l'extrême oui. onction, etc. Enfin bon, il était perdu et à force d'une volonté extraordinaire, 6 semaines après, il est dans la voiture à Monza au prix de souffrances énormes. Mais c'est un caractère, c'est un tempérament, c'est en acier trempé, cet Autrichien. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que il a gravi les échelons en faisant des résultats assez quelconques. Même en Formule 2, on le considérait comme un pay driver. Absolument. Il venait d'une famille très aisée en Autriche et sa grand-mère l'aidait à payer ses volants. Et puis il se retrouve chez March où on le considère pas vraiment non plus en Formule 1 parce que Peterson est plus rapide que Bon, il lui. faut savoir que son équipier, c'est Ronnie Peterson, effectivement, et que Ronnie Peterson, à l'époque, c'est vraiment un des pilotes les plus rapides, si pas le plus rapide dans cette génération-là. Mais c'est vrai qu'en Formule 2, pour prendre cet exemple-là, en F3, Lauda, par exemple, il a fait très peu de Formule 3, et il trouvait que c'était trop dangereux, que le type était trop foufou. Il faut dire que la F3 des années 69-70, c'était assez copieux. Et donc Lauda a préféré aller directement en F2, en continuant effectivement à taper dans la cassette familiale, chez March. Et March se lançait à l'époque. Et se lançait, y compris en Formule 1. Donc ça a aidé Lauda à arriver en F1. Mais à l'époque, en Formule 2, moi je me souviens, il était à 2 secondes de tour de Peterson, quoi. Aujourd'hui, c'est impensable, hein, des écarts pareils. Et puis il arrive chez BRM en faisant un bluff incroyable en disant voilà j'ai le budget pour payer mon volant et puis c'était pas vrai, il n'avait pas le budget et puis vraiment c'est dramatique parce qu'il est endetté jusqu'au cou et il pense même à se suicider à un certain moment. Il pense au suicide, il le raconte dans son livre en se disant voilà c'est foutu, je n'y arriverai jamais. Et là il fait une performance extraordinaire au Grand Prix de Monaco avec la BRM. Enzo Ferrari le remarque et toute sa vie, toute sa carrière Bascule en très peu de bascule temps. à ce moment-là. Mais c'est un personnage de roman, tu as raison de dire C'est ça. ça. C'est que Ouais. à cette époque-là, c'est vrai qu'après avoir, comme tu dis, tapé la grand-mère et emprunté au banquier sous prétexte qu'il y avait l'aval du grand-père, il y a un moment où le poteau rose a été découvert, quoi. Et que chez BRM, il y est allé au bluff, en effet. Et puis chez BRM, cette année-là, il y avait beaucoup de voitures, hein. À l'époque, BRM, c'était un peu tout et n'importe quoi. Il y avait du beau monde, il y avait Claire Regazzoni, Jean-Pierre Beltoise et quelques autres. Et Lauda, vraiment, il obtient ses lettres de noblesse, hein, ses premiers galons avec la BRM. On se dit, mais au fond, non, c'est pas un pilote payant, c'est un vrai pilote. C'est un vrai pilote, et c'est un pilote qui a du potentiel, ce que Enzo Ferrari, effectivement, remarque. Et il se retrouve chez Ferrari, je ne vais pas dire par défaut, parce que hein, il y a quand même, Ferrari essaie d'engager d'autres pilotes à cette époque-là, et puis ils essayent Lauda. Hein, et cette piste de Fiorano qui vient d'être inaugurée, ils essayent Lauda avec cette 312 B3 qui est une catastrophe, et tout de suite Lauda met le doigt sur ce qui ne va pas sur la voiture, et le rapport avec Mauro Ferghieri, l'ingénieur, s'instaure, et le commendateur se dit ok, c'est le bon, je le prends. Mais oui, et là, Lauda était extraordinaire comme metteur au point, et c'est un type d'une intelligence phénoménale. Alors évidemment, avec Mauro Forgeri, ça marche tout de suite, et il se dit en 74, il arrive chez Ferrari, et il se dit, mais c'est pas possible, avec un outil comme Fiorano, comment n'est-on pas champion du monde chaque année? Et lui, il fait vraiment, c'est le premier à se dire, tiens, on va tourner, 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 on va mettre cette voiture au point, et la 312 312T, après, hein, oui, la la T, première à la boîte transversale. c'est ça, elle arrive, elle lui permet en 75 d'être champion du monde, mais haut la main. Et là, bon, effectivement, on a vraiment une période Lauda, parce qu'il Lauda domine, Ferrari, il domine son sujet à ce on moment-là. l'appelle d'ailleurs, le surnom qu'on lui donne, c'est l'ordinateur, tellement tout est programmé et tout est réglé comme sur du papier à musique, même si c'est de la belle valse viennoise. Lauda l'emporte avec du style, hein, c'est vrai. Mais moi, je me souviens,
bien les grands prix auxquels j'ai assisté. À l'époque, 75, j'étais à Zandvoort, à Monaco, quelques autres courses, où Lauda, voilà, il domine avec une facilité déconcertante, mais c'est impressionnant, la Ferrari est superbe. Voilà. Et donc on est parti sur une lancée, sur une ère Lauda-Ferrari, jusqu'à l'été 76, mon cher Ziv. Ah oui, l'été 76 où malheureusement il a son accident, il a failli perdre la vie au Nürburgring. Mais quelques semaines plus tard, il revient à Monza alors qu'il est encore ensanglanté et il termine quatrième et le championnat va au bout. Et là, de nouveau, il montre, c'est au Japon et il y a un déluge terrible, il montre son caractère. Au premier tour, il s'arrête et dit voilà, moi, je ne roule pas dans ces conditions. La vie vaut plus que ça, c'est trop dangereux. Et Forgieri lui dit, écoute, si tu veux, on te trouve une excuse, un problème technique. Il dit non, moi, c'est ma décision. Et le titre va à James Hunt. C'est pas Forgieri, c'est Daniele Audetto qui est le directeur sportif de la Scuderia cette année-là. Et c'est très intéressant parce que pourquoi il décide d'arrêter de rouler au Fuji? Parce qu'effectivement, il y a des trompes d'eau et que c'est dangereux. Mais surtout, son handicap ne lui permet pas de voir, parce qu'il a les paupières qui ont été brûlées, il n'a plus de cils, et donc il n'arrive plus, il doit fermer les yeux, quoi, et à cause de la pluie, de la buée et tout, c'était un roulable, donc malgré l'enjeu, hein, le titre de champion du monde, il s'arrête et dit non, moi, c'est sans moi. Et il fallait que Hunt termine troisième pour être champion du monde, et il y a toute une polémique à l'arrivée de la course, parce que Hunt croit qu'il est quatrième, mais finalement il est bien troisième, il est bien champion du monde. Cela dit, il y a un grand respect entre Lauda et Hunt qui s'instaure cette année-là. Amitié aussi, oui. Et il y a une magnifique histoire qui va être donc racontée par ce film de Ron Howard qu'on est très impatient de voir au mois de septembre. 77, donc il est toujours chez Ferrari. Et là, à nouveau, l'ordinateur se remet en marche. Ah oui, et on lui avait mis non pas Claire Regazzoni qui était un bon deuxième pilote, mais là on lui met un vrai grand champion comme coéquipier, c'est Carlos Reutemann. Et malgré tout, il revient, il est encore quand même meurtri de son accident. Et il se fait un point d'honneur d'être champion du monde pour la deuxième fois en 77. Même si ça se passe dans une ambiance peut-être un peu moins euphorique, et où il y a des traces, hein, notamment son abandon au Fuji en 76, eh bien, a détérioré sa relation avec Daniele Audetto et avec Ferrari. Donc finalement, il décide de quitter Ferrari, et il est champion du monde, et dès l'instant où il est champion du monde, il claque la porte et il s'en va. Hein, parce que c'est aussi le caractère de Lauda. C'est une autre époque, on peut se permettre de faire des choses comme ça. Mais bon, il s'en va chez Brabham, hein, il est recruté par Bernie Ecclestone, les belles Brabham Alfa Romeo, BT45, BT46. Il gagne le fameux Grand Prix de Suède avec la voiture aspirateur, avec ce système très ingénieux imaginé par l'ingénieur Gordon Murray. Mais on sent quand même que Lauda a un petit peu perdu le feu sacré. Et à la surprise générale, Ziv, en 79 à Montréal, en plein milieu d'une séance d'essai, un vendredi, je m'en souviens, il s'arrête et il dit « Je me suis, pour la première fois, posé la question « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Il s'arrête, il pose son casque et dit à Ecclestone et là, c'est typique. Je prends ma retraite, je m'en vais. C'est typique Lauda aussi, hein, c'est que c'est une séance d'essai, c'est un vendredi, une séance d'essai libre, et puis il réalise qu'il ne s'amuse plus. Eh ben, Lauda, c'est pas un type qui va dire, OK, j'attends dimanche pour tirer ma référence. Non, c'est à l'instant même, il dit Ecclestone, moi je me casse, et Ecclestone doit trouver un pilote de remplacement au pied levé, et il trouve, je crois, Riccardo Zunino qui traînait par là, et qui court avec le casque de Lauda. Il y a des photos de ça, c'est assez amusant, il n'avait pas son casque avec lui. Bref. Donc Lauda, il se retire et s'en va. Et s'en va, c'est aussi le premier pilote qui réussit une reconversion exceptionnelle dans un autre domaine, hein, puisqu'il est à la tête de Lauda Air, il crée une compagnie aérienne, il avait cette passion d'aviation, comme beaucoup de pilotes dans les années 70-80, qui possèdent leur propre avion privé, etc. Et puis, lui, il décide de passer à la vitesse supérieure, et il a besoin de s'occuper, hein, c'est quand même des pilotes et des intellects, hein, qui sont quand même d'un haut niveau. Donc il lance ce challenge extraordinaire et il monte une compagnie aérienne, une des premières compagnies aériennes, si pas low cost, en tout cas de transport de passagers en vacances. Et ce qui est encore moins banal, c'est qu'il apprend à piloter chacun de ses avions. Donc il passe tous les examens, toutes les licences, que ce soit pour, je sais pas, 737, 747, 767, 760, ouais. Voilà. Il sait les piloter, donc ça c'est du lot d'atto craché. Et puis après, bon, il a quelques déboires avec sa compagnie. Oui. Et Ron Dennis l'appelle en 81, je crois, et lui dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de revenir? Et il revient.
En 82. Il revient, il 82. faut savoir que Ron Dennis, à l'époque, avait connu Lauda en faisant rouler des BMW M1 dans la série Procar en 79. Ils avaient gardé le contact. Et donc, Ron Dennis, il a cette nouvelle McLaren coque en carbone. Il lui manque juste un grand pilote. Il se rend compte qu'il lui faut un grand pilote. Hein, il a John Watson et il a je ne sais plus qui de Cesaris. Il lui faut un grand pilote et il va chercher Lauda et il sort Lauda de sa retraite, ce qui est quand même un exploit. Lauda se fait payer cher et vilain, mais très vite. Il Et montre à que, son troisième Grand Prix à Long Beach, il le voilà, gagne. il le gagne. Et donc son retour est Il réussi. réussit. Et en 84, il gagne donc le championnat du monde pour un demi-point. On est à la barre d'Alain Prost qui commençait quand même à très fort le dominer, mais il est champion du monde pour la troisième fois. Un demi-point avec un deuxième retour. Et donc magnifique, donc c'est l'ode. Et alors il reste encore un an, il gagne encore un Grand Prix. Mais il réalise que Prost commence à vraiment être trop fort pour lui. C'est le témoin à Prost. Il y a une belle relation aussi d'amitié ou de respect entre Prost et Tout à Lauda, fait. entre l'élève et le maître. Enfin, c'est une éternelle histoire, évidemment, de la vie et de la F1 en particulier. Donc Lauda, le pilote ordinateur, hein, qui parvient à s'imposer avec Ferrari comme ça, le miraculé quand même, le survivant de cet accident de Nürburgring, le pilote qui réussit une reconversion exemplaire avec Lauda Air, et le pilote qui fait un comeback victorieux. Hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Suivez mon regard. Voilà, suivez mon regard. Donc quand même exceptionnel. Et puis, la suite de sa carrière, la deuxième moitié de sa vie, j'ai envie de dire, Lauda est toujours là. Dans le paddock comme Stewart, hein, on en parlait à propos de Stewart la semaine dernière, Lauda est toujours là. Il est là dans un rôle, il est très proche de Bernie Ecclestone, toujours. Il a été effectivement impliqué à l'époque un peu avec Ferrari, il fait de la télé, etc. Il a été à la tête de Jaguar Racing pendant un temps, hein, placé par Bernie aussi. Et là maintenant... Et on dit que c'est lui qui a réussi le transfert Hamilton vers voilà, Mercedes. voilà, on le retrouve chez Mercedes maintenant. Et maintenant, on le retrouve chez Mercedes dans le directoire sportif. Dans un rôle même, je Très crois, important. qui va être plus important encore à l'avenir. Donc voilà, chapeau Lauda. Pour la petite histoire quand même, pour l'anecdote, Lauda il est de Vienne. Et donc, il est né du mauvais côté de la vallée, parce que pour être dans le camp Red Bull, il faut plutôt de Salzbourg ou du Tyrol. Hein, Là, c'est totalement séparé. Et là, c'est séparé, donc ça rigole pas. Les mecs de Vienne, ils auront jamais Red Bull. Lauda n'a jamais eu un lien avec Red Bull ou un contrat Red Bull, comme Alexander Wurz, par exemple. Voilà. Ceux qui sont de Vienne, ils n'ont pas accès à Red Bull. Red Bull, c'est uniquement le sud de l'Autriche. C'est assez marrant, mais ça n'empêche pas Lauda d'être très copain avec Berger et tous les autres. Et surtout, d'être un personnage très influent du paddock encore aujourd'hui. Un monument. Voilà. À la semaine prochaine pour un autre triple champion du monde sur FAI Classic TV.